Vas-y, vas-y. Bonsoir. Ici, Bernard. Dans votre topo, vous faites une distinction entre qualification et certification. Et pour moi, ce n'est pas des concepts clairs. Alors, est-ce que vous pouvez expliquer? Le travail s'entend dans deux champs différents. Il y a le travail en tant qu'il produit des valeurs d'usage, comme on dit. Le travail en tant qu'il produit, je ne sais pas quoi, un débat. Et puis, il y a le travail au sens où on dit bah, je cherche du travail, ou je travaille plus, ou j'ai pas envie de travailler, ou je sais pas quoi, d'accord? Cette expression-là renvoie à un autre sens du mot travail, parce que celui qui dit je cherche du travail n'est pas dans la non-production de valeurs d'usage. Il passe son temps, toute sa vie éveillée, il produit des valeurs d'usage. Et donc là, c'est le travail en tant qu'il produit de la valeur économique, en tant qu'il est réputé produire de la valeur économique. Et la distinction entre diplôme et qualification repose sur cette distinction de deux dimensions du travail. Le diplôme, il atteste que nous sommes capables de produire telle valeur d'usage. Je suis, je sais pas quoi, je suis cariste, je suis kiné, je suis tout ce qu'on veut. Ça définit les valeurs d'usage que je suis capable de produire. La qualification, ça atteste d'une capacité à produire de la valeur économique. Et donc, c'est encore une fois une invention du mouvement ouvrier qui, contre une bourgeoisie qui en permanence nie que les travailleurs soient les producteurs, une bourgeoisie qui dit mais c'est nous qui produisons, c'est nous qui avons le monopole de la valeur. Vous êtes des êtres de besoin, on va vous filer du pouvoir d'achat, bon ok, mais nous ne reconnaissons pas que vous contribuez à la production de valeur économique. Et donc la qualification, c'est un terme de lutte de classe. C'est pour cela que la bourgeoisie, en permanence, identifie qualification et certification. Parce que la bourgeoisie, elle nous adore comme porteurs d'une capacité à produire des valeurs d'usage. Mais elle nous déteste comme porteurs d'une capacité à produire de la valeur économique, parce qu'alors, nous sommes susceptibles de revendiquer la souveraineté sur la valeur, en disant mais vous êtes des parasites, c'est nous qui produisons. Et c'est pour cela que le discours courant et le discours académique confondent en permanence certification et qualification, toujours. À l'Université populaire de Bruxelles, il y a quelques années, lorsque je suis venu parler de salaire à la qualification, aussitôt on m'a dit « Ah, donc Friot, c'est le gars qui encourage la méritocratie scolaire. » Merci. Excusez-moi, monsieur, je continue à trouver que c'est pas clair. Oui, ça montre très bien combien nous sommes englués dans le discours, dans le récit capitaliste du réel. Nous sommes complètement englués dans le récit capitaliste du réel. Et il y a une guerre des mots. Sortir nos représentations du discours capitaliste, c'est très difficile, extrêmement difficile. Et le discours capitaliste consiste à confondre certification et qualification, à ne nous reconnaître que comme producteurs de valeurs d'usage, mais à nier que nous soyons les producteurs de la valeur économique. Parce que une classe dirigeante, la classe dirigeante, c'est la classe qui décide de ce qui est travail. C'est elle qui organise le travail. C'est elle qui a la maîtrise de la valeur. Et la classe dirigeante, elle a tout intérêt à ce que nous ne nous situions pas sur ce terrain,
qu'en permanence, nous nous revendiquions comme porteurs de capacité à produire des choses utiles. Qu'en permanence, nous rabougrissions notre ambition sur nous-mêmes à la production de valeurs d'usage. Qu'en permanence, nous soyons des femmes qu'on exalte pour leur utilité sociale et dont on nie qu'elles produisent de la valeur dans la seconde journée, dont elles seules se chargent, puisque les hommes prennent grand soin de ne pas participer au travail domestique. J'avais cru qu'avec les 35 heures en France, les hommes consacraient 10 minutes de plus par semaine au travail domestique. J'ai vu une statistique récente qui disait que c'était peut-être 1 minute. Qu'est-ce que c'est qu'une femme? C'est quelqu'un qui est défini par sa capacité à produire des valeurs d'usage et qu'on exalte par des chansons à la fête des mères. Merci. Est-ce que vous pouvez parler de l'évaluation de la valeur dans une perspective, dans l'idée de rendre le salaire à vie, hein, comment évaluer la valeur et comment réévaluer la valeur, qui est l'arbitre de la valeur dans le tableau que vous proposez? La valeur n'a de fondement que politique. Pour reprendre cet exemple qui n'est pas, qui sort de l'analyse du capitalisme et qui peut faire image, disons, de la domination masculine, la domination masculine repose sur le fait que les hommes déclarent qu'à valeur ce qu'ils font. Et puis ce que font les femmes, c'est utile. Ça n'a pas valeur. Donc, ce que nous appelons valeur, ce que nous sortons de la seule définition par l'utilité sociale, hein, pour ajouter à l'utilité sociale une autre dimension, qui est ce qui vaut. Ce qui vaut, ce n'est pas uniquement ce qui est socialement utile. On le voit bien, je ne sais pas quoi, conditionner du Mediator, c'est pas socialement utile, ça tue beaucoup de gens, d'accord, mais ça vaut, parce que ça met en valeur le capital de Servier. La moitié de ce qui se fait dans le secteur privé, c'est totalement inutile, mais ça vaut. Il y a bien un enjeu de valeur. Et penser que nous pourrions faire une société sans valeur est une illusion. Et ça, je ne vais pas aborder cette question-là, sauf si vous me posez la question sur ce point, pour ne pas faire trop de sortir de la question que vous posez. La valeur, c'est ce qui permet à la fois d'exprimer et de gérer la violence qu'il y a dans la production. Je ne parle pas dans la production de valeurs d'usage. Là, on peut vite se mettre d'accord. Mais la définition de ce qui vaut dans ce que nous produisons. Et cette violence s'exprime dans la valeur économique, mais en même temps se gère dans la valeur économique. Parce que penser qu'on pourrait faire une société sans valeur, c'est ne pas affronter la question de la violence. Nos sociétés sont marquées par du tragique. Et je sais pas quoi, rêver d'une société de la transparence des valeurs d'usage est un rêve mortifère. Une fois que j'ai dit ça, j'ai bien posé le caractère politique de la valeur. Donc on ne va pas chercher une mesure scientifique de la valeur. Moi je suis absolument contre la revendication syndicale qui dit, alors, tel niveau de diplôme, à tel niveau de diplôme doit correspondre tel niveau de rémunération.
Parce que ça donne un fondement pseudo-scientifique à quelque chose qui ne l'est pas. C'est fondé sur la science, la violence, qui n'a aucun sens. Plutôt si, ça a du sens, pour la naturaliser. Comment est-ce que nous avons construit la qualification? Parce qu'on ne part pas de zéro. Moi, je ne suis pas là, je ne suis pas un réformateur social qui propose un phalanstère ou je ne sais trop quoi. Je suis un historien du salaire qui essaye de voir qu'est-ce qu'on peut en tirer d'émancipateur pour l'avenir. Comment est-ce qu'on a construit la qualification? Bon, on l'a construit par une série d'indices, mais qui n'ont de valeur que politique, hein, et qui changent en fonction des rapports de force. Non seulement avec le capital, mais interne même au salariat. Et donc, les indicateurs de valeur qui ont été mis en place dans les conventions collectives, ben, ça va être, on prend un poste de travail, donc, et on le qualifie. Bon, ben, on prend l'importance du poste dans le procès de travail. Est-ce qu'il est marginal au compteur central? La responsabilité liée à ce poste, l'ancienneté souhaitable de celui qui le tient. Tout poste ne peut pas être tenu par quelqu'un sans ancienneté, en fait, etc. Et la dangerosité, la pénibilité, etc. Bon, et on va ainsi construire un faisceau d'indicateurs qui vont instituer un niveau de qualification. Mais vous voyez aussi que le niveau de qualification, il est arbitraire. Il n'est pas absurde parce qu'il relève d'une délibération. Dieu sait si le syndicalisme s'est construit autour de la délibération sur la qualification des postes. La convention collective est un des lieux centraux du syndicalisme au cours du XXe siècle. Donc ce n'est pas arbitraire au sens où comme ça serait venu comme ça, pouf, là, tout d'un coup on a une pensée. C'est une longue délibération très conflictuelle, avec les employeurs en plus, bon, mais interne aussi aux travailleurs eux-mêmes. Donc, qui décide également, hein? Quels sont les jurys, hein, qui décident de la qualification? Quels sont les critères? Quelle est l'ampleur de la hiérarchie des qualifications? Est-ce que c'est de 1 à 2, de 1 à 4, de 1 à 20, etc. Tout cela est éminemment politique et donc je ne peux pas répondre autrement que c'est la vie qui tranche ce genre d'affaires. Si par exemple avec le salaire à vie, des fonctions nécessaires mais présentant des dangers pour la santé comme par exemple le travail de nuit, qui n'est pas nécessaire pour vendre des parfums à minuit sur les Champs-Élysées, mais qui en revanche est nécessaire pour la santé, qui est nécessaire pour des industries de process qui ne peuvent pas s'arrêter, sinon le matériel, l'outil de travail est endommagé. Bon. Bien, ceux qui assumeront ces tâches monteront plus vite en qualification. Donc un des critères de qualification, ce sera d'avoir assumé des tâches de nuit, par exemple. Hein. Mais ce qui est très important, c'est qu'on n'essentialise pas la qualification, qu'on pousse toujours son caractère politique, qu'elle soit toujours l'objet d'une délibération politique quant au jury, aux critères, à la fourchette, enfin à l'amplitude des différences de qualification. Voilà des lieux de lutte de classe dans une société qui aurait aboli la propriété lucrative, qui aurait institué le salaire à vie. Il y aura encore lutte de classe parce qu'il n'y a pas de société sans violence. Tout rêve de société sans violence est profondément mortifère parce que le pouvoir nié tout d'un coup de baguette comme ça revient par la fenêtre et de la pire façon, toujours, quand on n'a pas prévu les institutions de gestion de la violence. C'est ça l'économie. L'économie, c'est ce qui sert à exprimer et à gérer la violence. C'est aussi le rôle de la monnaie, c'est le rôle de la valeur, c'est le rôle du travail. Ceux qui rêvent d'une société sans travail, sans valeur, sans monnaie, sont des fous. Dangereux. Bonsoir. En fait, j'aimerais vous poser une question sur
justement sur la qualification presque d'une manière concrète, telle que vous la définissez, je comprends bien que dans les classes, c'est là aussi qu'elle ne soit plus correspondante à une valeur économique. Mais là, vous exprimiez la question de travailler la nuit. Est-ce qu'on peut voir ça par rapport à une contrainte de travail qui peut être physique, qui peut être je ne sais pas quoi d'autre en fait. Et enfin voilà, c'est cette équivalence que, à cause de tant d'idéologies qui nous sont parvenues, je crois qu'on a un peu du mal à envisager cette question de la qualification en dehors justement de l'idéologie qui nous est fournie, c'est-à-dire vous êtes cadre, vous gagnez plus parce que vous êtes plus qualifié. Dans votre système, en fait, cette notion-là n'a plus d'équivalence. On repasse sur d'autres bases. J'aimerais peut-être vous entendre sur quelles idées vous avez sur cette notion de qualification. Dans votre système, je vous reprends, moi je n'ai pas de système. J'ai essayé de dire que je ne suis pas un réformateur social, je ne suis pas dans l'utopie. Le topos dont je parle, il est déjà là. Je m'appuie sur l'expérience du mouvement ouvrier, je m'appuie sur l'expérience plus récente, mais également extrêmement politiquement importante, de tous les trentenaires dissidents qui aujourd'hui produisent alternativement, parce qu'ils ne veulent pas faire de merde pour le capital. C'est un phénomène sociologiquement nouveau, qu'une partie de la jeunesse en réussite scolaire, précisément, parce qu'une partie de la jeunesse en échec scolaire a toujours cherché à échapper au marché du travail, parce qu'il n'accédait qu'aux éléments les plus disqualifiés du marché, donc cherchait à s'en tirer par le travail indépendant, le commerce, etc., etc. Il y a un phénomène aujourd'hui sociologiquement très nouveau, c'est qu'une fraction, il y a toujours des cons dans les jeunes qui veulent gagner sur la City de Londres, ça existe bien sûr. Ils sont rincés à 35 ans d'ailleurs, dans un désert affectif complet, etc., etc. Enfin bon, ils ont joué, ils ont perdu. Mais il y a toute cette fraction de la jeunesse politiquement très intéressante qui est dans une forme de dissidence, qui joue plus le jeu, pour des raisons écologiques très souvent, mais pas que, pour des raisons de maîtrise du travail concret, etc., etc. Alors pourquoi je suis parti dans cette affaire alors que vous me parliez des critères de la qualification? Je ne sais plus du tout. Là. Je pense que c'était assez proche parce que j'ai eu beaucoup de mal à exprimer ce que je pensais, mais je crois que vous répondez un peu mieux. Sauf que après, on repart de la question du salaire. Attendez, il faut que vous soyez enregistré pour la radio. Non, je disais simplement que je crois que c'était moi qui étais très confus dans ma question. Parce que, en fait, j'entends, moi, ce que vous dites, mais où réapparaît le salaire, en fait? C'était peut-être ça ma question, en fait. C'est-à-dire que si on développe des autonomies de production, je sais qu'il y a aussi une partie des trentenaires qui sont plus dans la pensée, en fait, qu'on peut en finir aussi avec l'argent, peut-être, quelque part, en retrouvant une autonomie dans la production. Bon, sur l'argent, je ne vais pas répéter ce que j'ai dit, mais j'ajoute que je suis pour l'extension de la gratuité, bien sûr. On ne peut absolument pas confier le logement au marché, c'est de la folie furieuse. On ne peut pas confier les premières consommations d'eau, d'énergie, les transports de proximité au marché. Tout ça doit devenir gratuit. Donc, je suis prêt à faire l'éloge de la gratuité. Et de la gratuité généralisée, sûrement pas. Sur ce que devient le salaire, y compris chez des, reprenons donc ces trentenaires qui sont aujourd'hui soit dans une indépendance comme freelance, comme pigiste, comme auto-entrepreneur, et qui vivent en Belgique avec le chômage parce qu'il est à durée indéterminée encore, Dieu merci, en France avec le RSA, bon, etc., qui sont travailleurs indépendants mais qui font du portage salarial avec Smart ou je sais pas quoi, enfin
qui transforment en salaire leurs prestations de travailleurs indépendants. Il est extrêmement important que le mouvement ouvrier soit capable de faire valoir auprès de ces alternatifs, que souvent le mouvement ouvrier ignore, hein, dans une espèce d'ignorance réciproque au demeurant, très, très dangereuse, qu'on a inventé le salaire à vie pour le travail indépendant, qu'on sait faire, mais que ça suppose une mutualisation de la valeur à un niveau suffisant. Et pas simplement qu'il y ait une mutualisation entre les quelques milliers de participants à SMART, qu'il y ait une mutualisation à la hauteur de ce que le mouvement ouvrier a su conquérir. Une centaine de milliards en Belgique, 700 milliards en France de valeur qui est socialisée dans la sécurité sociale, etc. Si on veut sortir tous ces travailleurs alternatifs de la marginalité, il y a un certain nombre de conditions à remplir. Et d'une part, le fait que les marchés publics soient réservés aux entreprises qui sont la propriété de leurs salariés, ça c'est un point absolument central. Les groupes capitalistes n'existent que par les marchés publics, auxquels n'accèdent pas précisément ni les PME, ni les coopératives et tout ça. Si on veut sortir les coopératives de la marginalité, si on veut sortir tous ces alternatives de la marginalité, il faut qu'ils aient un accès exclusif aux marchés publics. Dieu sait si les marchés publics sont des instruments extrêmement importants de sortie du capital dès lors qu'on les utilise comme tels. Mais encore faut-il revendiquer que les marchés publics soient interdits aux groupes capitalistes. C'est une proposition que j'entends trop peu, alors qu'elle devrait être tout à fait basique. Il y a une forme d'exaspération populaire devant le fait que l'argent public enrichisse du capital. Donc on peut s'appuyer là-dessus pour proposer que seules les entreprises qui sont la propriété de leurs salariés accèdent au marché public. Et là, on va sortir tous ces trentenaires ou vingtenaires alternatifs de la marginalité, de la pauvreté dont ils ont fait vertu en plus parfois, etc. L'enjeu décisif, c'est de faire du salaire un droit politique. De poser le... C'est une question anthropologique majeure, cela, et c'est aussi une question de démocratie tout à fait majeure. Le suffrage universel a été conquis face à l'idée que tout le monde n'était pas capable de participer à la délibération. Il s'agit de... Mais en même temps, une citoyenneté réduite au suffrage universel, on voit ce que ça donne. Si en plus il y a une élection de la présidente de la République au suffrage universel, c'est encore pire. Au moins vous échappez à ça en Belgique. Enfin, vous avez d'autres turpitudes dans le domaine, mais pas celle-là, qui est quand même majeure, et qui aboutit à ce concours de beauté invraisemblable avec lequel on confond la démocratie en France. Enfin, c'est effrayant. Enrichir la citoyenneté d'un droit politique qui exprime que c'est nous qui produisons la valeur et que nous devons avoir la souveraineté sur ce qu'on appelle travail, ça passe par un droit politique nouveau qui est un droit politique au salaire. Tout le monde, à 18 ans, doit avoir à vie le premier niveau de qualification, étant 1500 € qui va avec le premier niveau de qualification, et ensuite à vie les niveaux supérieurs de qualification auxquels il parviendra par des épreuves de qualification dont on a discuté tout à l'heure, des éléments de jury, de critères, d'amplitude, etc., etc. Donc, montrer à ces vingtenaires ou trentenaires dans la dissidence qu'il faut, sinon on reste dans la marginalité. Ou alors on va se réjouir que Smart était capable de donner un statut juridique
aux cyclistes de Livroux. C'est une catastrophe, au contraire. Hein. Ça accompagne l'ubérisation en prétendant que ça... Enfin, c'est un scandale, cette histoire. Donc, sortir de la marginalité, sortir de l'accompagnement vertueux par des coopératives de portage salarial, de l'ubérisation. Sortir d'un éloge que je trouve très malsain de la pauvreté. Ça suppose de conquérir des institutions macroéconomiques de la valeur. En face de nous, nous avons des gens qui sont capables de réunir 500 milliards de dollars dans une capitalisation boursière. Prenez Google, prenez Apple, ils sont à 500 milliards de dollars chacun. Les 4 sont à 2000 milliards. Bon, ils ont une force de frappe incroyable. Si nous-mêmes ne sommes pas capables de mettre en place cette force de frappe, la même, pour produire autrement, nous allons continuer à faire vertu de la marginalité. La sécurité sociale est un magnifique monument que le monde du travail a conquis aux dépens du monde du capital, grâce au fait que sa force de travail lui permettait d'établir un rapport de force. On aurait pu espérer que cette logique continue, s'étende. Vous défendez un peu avec votre formule de salaire à vie. Hélas, depuis 3 ou 4 décennies, on se rend compte que ce rapport de force s'est affaibli, que le capital a réussi à reprendre en main une bonne partie de la plus-value monétaire, pas de la valeur d'usage, mais de la valeur monétaire, économique, dont vous dites vous-même qu'elle est inéluctable et que ceux qui la misent sont de dangereux personnages. Étant donné ce fait-là, pour protéger cette sécurité sociale et ces 4 piliers, j'ai 2 questions à vous poser. Est-ce que vous êtes absolument contre le fait que pour irriguer monétairement la sécurité sociale, on pourrait aller chercher les moyens ailleurs que dans les cotisations salariales des employeurs et salariales des employeurs, ce qui a déjà commencé d'ailleurs largement. Et deuxièmement, pour la répartition dans les 4 piliers de la sécurité sociale, est-ce que vous ne pensez pas effectivement que cette répartition peut être totalement déliée de la capacité à fournir de la valeur économique, avec, peut-être que vous n'aimez pas ce terme, mais tout individu, même un handicapé, même quelqu'un qui n'a pas la capacité de rentrer dans le monde de l'emploi actuel, a le droit à un revenu d'existence inconditionnel. Quelquefois, quand je vous écoute, j'ai du mal à distinguer votre salaire à vie de l'allocation universelle défendue par d'autres, sauf que vous souhaitez qu'elle reste contrôlée par le monde du travail et ses représentants qui sont les syndicats. Donc comment, avec cette déliaison de la plus-value monétaire économique, avec le travail-emploi, comment parvenir à ce que le monde des non-capitalistes, donc ceux qui gagnent ou qui reçoivent leur argent autrement que par la rente capitaliste, comment, malgré ce changement qu'on peut regretter, parvenir à ce que le monde des non-capitalistes, dirais-je, ne les appellerai plus travailleurs, garde quand même un certain contrôle sur la répartition de la richesse monétaire. J'ai essayé de construire tout mon discours sur le refus de l'alternative assurantielle universelle. Je suis donc contre tout financement alternatif de la sécurité sociale. La première des suggestions que vous faites. Et je suis contre la déliaison des ressources et du travail que vous me semblez suggérer dans votre deuxième proposition.
Il n'y a que le travail qui produit de la valeur économique. Et je suis, pour moi, absolument contre toute distribution de ressources, puisque la ressource monétaire vient d'une partie de la valeur économique, la valeur marchande, et aussi une valeur non marchande, bien sûr. 700 milliards sur les 2000 milliards du PIB français, par exemple, 1300 milliards de valeur économique marchande, 700 milliards de valeur économique non marchande. Toute distribution de monnaie qui vient de la valeur économique, qui est une expression de la valeur économique, hein, qui irait à des gens qui ne sont pas reconnus comme travailleurs, est pour moi extrêmement nocive. Et entraîne des conflits entre les contributeurs. On pourra faire tout le discours ensuite de morale sur la solidarité qu'on voudra, ça ne changera rien à la chose. Entre les contributeurs qui diront « mais je contribue » et puis les non-contributeurs qui auraient droit à des revenus. Je suis mais radicalement hostile aux minima sociaux, totalement hostile à l'allocation universelle, etc., etc. Une fois que j'ai dit ça, ça n'est compréhensible dans ce que j'ai dit sur le travail et le droit au salaire comme droit politique. À 18 ans ou à 16 ans si la majorité est à 16, enfin qu'importe. Chacun, quel que soit son passé scolaire, quel que soit son handicap, a le premier niveau de qualification et les 1500 € qui vont avec, à vie. Parce qu'il est postulé comme producteur de valeur. Et il n'y a pas d'évaluation de ce qu'il fait. C'est un droit politique, c'est un droit irrévocable, mais qui le pose comme producteur. Parce qu'on change la définition du travail. Ce que nous faisons en ce moment, c'est du travail, en tout cas pour moi. J'ai une pension qui reconnaît comme travail ce que je suis en train de faire. C'est d'ailleurs très important dans un projet communiste d'institution du travail que la délibération politique nécessaire pour qu'il y ait démocratie économique fasse partie du travail, fasse partie de la valeur, de la production de valeur. En ce moment, je produis de la valeur, j'anticipe, mais j'anticipe parce que des anciens se sont mobilisés, ont laissé leur peau éventuellement, pour que j'ai droit à un salaire à vie. Et j'honore ce combat. Donc j'anticipe parce que j'en suis le bénéficiaire et je revendique sa généralisation à tous. La nécessaire changement dans la définition du travail qui n'identifie plus travail et emploi. À partir du moment où vous n'identifiez plus travail et emploi, vous pouvez dire que chacun est postulé comme travaillant et qu'il a droit au premier niveau de qualification et à d'autres niveaux si, alors là, sur la base de l'évaluation de ce qu'il a fait dans les 5 ou 10 années précédentes, par des jurys sur des critères, etc., dont il faut discuter en permanence pour que tout cela reste politique, à monter en qualification et à avoir un salaire à vie qui ne soit plus à 1500 €, mais à 2000 €, à 2500 €, enfin, etc. Donc, je suis absolument pour qu'il y ait déconnexion entre salaire et emploi, c'est-à-dire que le travail sorte de sa définition capitaliste, mais pas qu'il y ait déconnexion entre salaire et travail. C'est en plus très important dans le combat avec l'extrême droite. Si nous ne savons pas voir que le mouvement ouvrier a été capable justement de ne faire ni de l'assurantiel, ni de l'universel, bien que malheureusement c'est comme ça qu'il lise ses conquêtes. Et c'est pour ça qu'il est dans la défaite face aux réformateurs depuis 30 ans. Parce qu'il lit à l'envers ce qu'il a conquis. Il n'a pas conquis de l'assurantiel, il n'a pas conquis de l'universel, il a conquis du salaire à vie, des embryons de salaire à vie. Sauf que je ne sais plus ce que je voulais dire, mais vous allez me dire au moins quel était le début de ma phrase.
L'extrême droite, merci. Heureusement que vous suivez mieux ce que je raconte que moi. L'extrême droite, quel est son fonds de commerce? C'est le travail, c'est un quantum limité. C'est un quantum limité qu'on ne peut pas partager avec toute la misère du monde. En plus, il va encore être limité avec la numérisation, la révolution informationnelle. Vous avez des faux prophètes qui nous racontent que dans 20 ans, 47 et demi même, ils vont pouvoir dire, % des emplois auront disparu. Enfin, c'est des trucs qui font rire tous les spécialistes de la question. Mais ça se répand. Quand une classe dirigeante n'est plus capable d'assumer son rôle, c'est-à-dire le travail, la production, et la classe capitaliste n'en est plus capable, c'est évident. Et elle n'exerce plus aucune séduction. Elle a évidemment tout intérêt à nous dire que c'est la fin du travail, que le travail c'est de la merde, que le travail c'est tripalium. Il y a des gens assez cons pour nous dire que le travail c'est tripalium, d'accord, pour adhérer au récit capitaliste du rêve. Quand une classe dirigeante ne peut plus assumer le travail, ben, elle naturalise ce qu'elle fait du travail. J'en reviens à l'extrême droite. Si nous n'assumons pas le fait que nos anciens ont sorti le travail de son carcan capitaliste, on dit les parents travaillent, les fonctionnaires travaillent. C'est énorme. Alors que le capital nous dit les fonctionnaires dépensent. Les soignants travaillent, alors que le capital le dit dépenses de santé. Il ne dira jamais production de santé. Il dira toujours dépenses de santé, puisque c'est une dépense, dit-il, puisque ça ne met en valeur aucun capital. Donc c'est pas du travail. Donc c'est de la dépense. Nous avons été capables de sortir le travail du cadre capitaliste, d'étendre le champ du travail, de l'étendre, de dire que les artistes travaillent. Les artistes travaillent, vous vous rendez compte? Alors qu'ils n'ont pas d'employeur, qu'ils ne mettent en valeur aucun capital, etc. Nous avons été capables d'étendre. Si nous n'assumons pas cette extension-là, si nous disons, je ne sais pas quoi, un truc aussi imbécile que travaillons moins pour travailler tous, mot d'ordre imbécile par excellence. Travaillez moins, bien sûr. C'est pas moi qui suis à 150 heures par an comme universitaire qui vais dire qu'il faut travailler, qu'il ne faut pas travailler moins. Il y a des tas de lieux où 150 heures par an, ça suffit largement. De travail imposé avec présence sur le lieu de travail. Il y en a d'autres où il en faut plus, ça dépend un peu de ce qu'on fait, bien sûr. Mais, donc c'est pas moi qui vais aller à l'encontre de l'idée qu'il faut travailler moins, c'est-à-dire qu'il faut réduire la durée hebdomadaire, annuelle, etc. du travail. Mais c'est travailler moins pour faire autre chose. C'est travailler moins pour que soient reconnues des activités qui aujourd'hui sont hors du champ de la valeur. Travailler moins pour n'avoir pas tout en étant payé, pour n'avoir pas à monétiser notre vie quotidienne comme nous y invite Airbnb à vendez une semaine par mois votre appartement, surtout si vous êtes à Bruxelles. À Liège ça marche un peu moins, mais à Bruxelles ça marche très bien. Vendez 50 km de votre bagnole sur Airbnb, sur Blablacar, etc., etc. Cette invitation à monétiser toutes nos relations sociales. Mais attendez, allez sur le Bon Coin, il y a peut-être une foreuse, une perforeuse là à côté. Votre voisin va peut-être pouvoir vous la louer. Cette monétisation du quotidien qui est le projet effrayant de toutes les plateformes dites collaboratives. Donc, qu'il faille évidemment réduire le temps du travail contraint, etc., et que c'est le salaire à vie qui le permet, bien sûr, mais pas pour travailler tous. Le champ du travail, il est infini. Si nous voulons passer au bio en matière d'agriculture, il faut infiniment plus de travail qu'actuellement. Si nous voulons sortir la production de nourriture de l'impasse complète dans laquelle elle est, il faut beaucoup plus de travail, etc., etc. Il s'agit également
de poser comme travail des tas de lieux où on fait du lien social, etc., où on fait du débat politique, etc., etc. Le champ du travail, il est infini. Nous pouvons accueillir des dizaines de millions de travailleurs supplémentaires. Tant que nous ne sommes pas sur ce terrain-là, quelle est notre réponse à l'extrême droite? De la morale. Comment? Vous êtes contre des immigrés qui sont des victimes? Moi, je suis solidaire de victimes. Pas toi, t'es un salaud. Tant que notre rapport aux migrants, c'est la solidarité avec des victimes, nous sommes des irresponsables. Nous alimentons le discours de l'extrême droite. Il s'agit de partir de cette attitude, hélas trop fréquente, de la solidarité avec des victimes, qui est le fonds de commerce de la science sociale critique. Il n'y a qu'une seule classe pour soi, la bourgeoisie. Les travailleurs, c'est des victimes. C'est des victimes avec lesquelles il faut être solidaire. Ah, moi je suis anticapitaliste, je suis solidaire des travailleurs. Et j'écris tous les jours le discours capitaliste du réel. Il n'y a pas de classe révolutionnaire. La Sécu, c'est de la solidarité par l'assurantiel. J'écris en permanence le discours capitaliste du réel, mais ah non, je suis un sociologue critique. Je suis solidaire des victimes. Cette saloperie de position de classe dominante dans ma discipline. C'est de ça qu'il faut que nous sortions aussi. Un militant, s'il est solidaire de victimes, c'est foutu. Qu'il reste dans son hamac, il nous emmerde, ce type. Je ne suis pas solidaire de victimes. Je suis à l'école de travailleurs qui sont en train de changer le sens, la pratique du travail, qui le font collectivement depuis un siècle, etc., etc. C'est ça mon rôle, c'est d'épier cette émancipation du travail telle qu'elle s'opère en permanence, c'est ça. Sinon, je ne sers à rien. On ne demande pas à un biologiste de dire comment on va crever. On demande à un biologiste d'épier la vie. Alors vous savez, Bourdieu qui nous dit comment dédominer, je l'emmerde. Moi, ce qui m'intéresse, c'est comment nous nous émancipons. Sinon, je ne sers à rien. J'étais sûr d'avoir une question avant votre dernière intervention, mais là je suis plus certain. En fait, ça s'est un petit peu éclairé avec votre dernière intervention, c'est quand vous expliquez que à 16 ans, 18 ans, on a accès à une première qualification, donc, parce que je suis désolé, je vais sûrement poser un petit peu la même question que les deux avant qui ont bloqué sur ce concept-là, mais je crois que c'est fort lié à votre définition du travail. Mais du coup, ma question était, dans les qualifications, est-ce que le fait de n'avoir pas accès justement à des emplois ne limite pas cette montée en salaire, en qualification? Et est-ce que, par exemple, je vous invite, s'il vous plaît, à nous donner plein d'exemples, en tout cas à moi, ça m'aide à comprendre. Est-ce que, par exemple, devenir maire est une qualification? Par exemple. Est-ce que j'ai bien compris dans ce cas-là? Parce que je pense que quand on pense qualification, on manque d'imagination actuellement. Je pense que vous en avez plus que nous à ce stade-ci. Si vous vouliez un petit peu partager ça. Voilà. Ça me permettrait de comprendre. Et la question bonus, parce que est-ce que cette idée de salaire à vie, cette façon de répartir les richesses est compatible avec une économie de la décroissance? Grosse question, je crois. Je suis donc en retraite, mais je me désolais de constater dans les dernières années où j'enseignais de voir des filles qui s'apprêtaient à être femmes au foyer, alors que au début de mon exercice,
en 70, dans les années 70, aucune fille à l'université n'avait comme projet d'être femme au foyer. Enfin, c'était invraisemblable. Puis j'ai trouvé des gens dans les années 2000 qui disaient bah, si, pourquoi pas, après tout. Donc, être mère n'est pas une qualification. Mais, enfin, je ne souhaite pas que la qualification, enfin que la valeur s'étende à la maternité. Je ne le souhaite pas. Ça peut. C'est un élément essentiel de domination masculine, par exemple. Et donc je ne préjuge pas des délibérations qui seront faites. Le fait de confier la délibération de la valeur aux travailleurs eux-mêmes ne dit pas que le peuple va être vertueux. Il n'y a pas de peuple vertueux, bien sûr. Mais une fois qu'on a dit que je ne souhaite pas du tout, de même qu'il y a des tas de choses dont je ne souhaite pas qu'elles entrent dans le champ de la valeur, que je ne souhaite pas que la maternité entre dans le champ de la valeur, en revanche, je souhaite que le salaire à vie, la réduction du temps de travail contraint, rendre possible des choix de temps sociaux, comme on dit, beaucoup plus souples qu'aujourd'hui. Il est clair qu'actuellement, le peu de présence des parents auprès des très jeunes enfants et auprès des adolescents est une catastrophe. Donc, tout ce qui rendra possible des temps sociaux plus souples dans lesquels, sans risque de perdre son statut, puisque le statut devient un statut de la personne, on peut arbitrer, et je souhaite que l'arbitrage se fasse en surmontant la domination masculine, de sorte que ce ne soit pas les femmes qui soient chargées de la chose, mais les parents en général. De sorte que quelqu'un qui a des jeunes enfants puisse, sans dommage pour sa carrière, être avec eux, parce que c'est important que les parents soient avec les très jeunes, ou qu'ils soient avec les ados, parce que c'est très important que les ados soient avec les parents. Bon, ben ça, je dis oui, hein. Mais ça ne veut pas dire que dans les épreuves de qualification, pour monter en qualification, on pourra faire valoir le fait qu'on était présent auprès de ces jeunes enfants. Mais peut-être que si, je ne sais pas, moi j'ai pas j'ai pas encore une fois de réponse toute faite, c'est notre délibération collective qui en décidera. Oui, bien sûr que si nous voulons monter en qualification, encore faut-il que nous puissions faire valoir comment nous avons utilisé notre qualification au cours des années précédentes. On ne va pas passer des épreuves de qualification tous les jours. S'il y a 4 niveaux de qualification, on va passer une épreuve de qualification tous les 10 ans. Hein. Ça va pas être tout le temps. Hein. On va sortir cette évaluation en live qui est absolument effrayante. Hein. Il y aura une évaluation, mais a posteriori, sur les 10 années qui précèdent, etc. On a déjà des exemples dans la fonction publique, ça fonctionne. On a, en matière de recherche, c'est comme ça que ça se passe, par exemple. Ce qui est très mauvais dans la recherche, c'est l'entrée dans la recherche. Un gâchis des jeunes scientifiques est invraisemblable. Hein. Mais ensuite, une fois qu'on est rentré dedans, encore une fois, je suis absolument contre les modes d'entrée actuels dans la fonction publique, dans la recherche scientifique. Ça, c'est un scandale. En France, actuellement, les temps de postdoc pour entrer au CNRS, c'est en moyenne 9 ans et demi. 9 ans et demi de postdoc avant d'entrer au CNRS. Alors au FNRS, je ne sais pas combien de temps il faut, hein, mais et selon les sections, c'est de 4 ans et demi à 11 ans et demi. En moyenne, 9 ans et demi. Il y a un gâchis incroyable de la jeunesse. Mais cela dit, on a des expériences tout à fait intéressantes de la façon d'évaluer tous les 10 ans des personnes, de les faire monter en qualification. Pour pouvoir être évalué, encore faudra-t-il qu'on ait pu exprimer sa qualification, ça bien sûr. Mais pourquoi est-ce que, je ne sais pas, moi, nous prenons quelqu'un qui a été maçon, pourquoi ne se ferait-il pas
reconnaître en qualification, non pas à partir de ce qu'il a fait comme maçon, mais à partir de ce qu'il a fait par ailleurs, qu'il a plus passionné et sur lequel il a finalement fait des preuves, là aussi, en termes de, je sais pas quoi, moi, de restaurateur d'une production de fromage de chèvre, qu'importe, mais je veux dire, le salaire à vie va rendre possible, parce que le salaire sera un attribut de notre personne, va rendre possible des trajectoires beaucoup plus souples, beaucoup plus variées, mais dont la progression, oui, dépendra de la capacité à exprimer sa qualification, bien sûr, oui. Mais elle sera davantage possible. Comme travailleur indépendant, vous n'aurez plus, parce que là, j'ai pas du tout, faites-moi revenir une autre fois si ça vous intéresse, mais là, on ne pourra pas traiter ce soir la question de la propriété. J'ai causé surtout salaire à vie, mais ça n'a pas de sens si on n'examine pas la question de la propriété. En écho à ce qui a été dit tout à l'heure par l'intervenant qui a parlé des financements alternatifs et de la dissociation entre valeur et travail, si aujourd'hui le syndicalisme, et qui faisait allusion au syndicalisme dans la défaite, ou en tout cas dans une espèce de lutte défensive sans maîtrise de l'agenda, c'est entre autres parce qu'aujourd'hui, il n'y a plus de compromis territoriaux avec le capital, c'est fini. Le capital mondialisé dit « vous n'êtes pas content, je vais ailleurs ». On ne peut plus. Toute la social-démocratie, et donc toute l'aventure syndicale, pour une part, repose sur le compromis territorial. Il n'y a plus de compromis territorial avec le capital, c'est terminé. Donc, si on continue à dire « on va se battre pour une meilleure répartition de la valeur », on reste dans le compromis territorial. Le syndicalisme pourra sortir de la défaite, un, que s'il assume le salaire à vie, ce qu'il ne fait pas pour le moment, mais deux, que s'il se bat pour la propriété des entreprises, par les seuls travailleurs, de toutes les entreprises, y compris la boulangerie de quartier, pas simplement les grosses boîtes. Donc il s'agit bien que la question de la propriété d'usage devienne une question centrale. Mais ce n'est pas l'objet de ce soir, donc on n'en parlera pas. Mais si nous voulons... votre question c'est, est-ce qu'il n'y aura pas des gens qui vont être déficitaires en montée en qualification parce qu'ils n'auront pas pu exprimer leur qualification? Oui, parce que la domination masculine pourra s'arranger pour que les femmes restent à la maison, ça ça suppose une bagarre absolument constante. Mais deux, si nous ne devenons pas propriétaires de l'outil, il y a des tas de lieux où nous ne pourrons pas faire valoir notre qualification. Donc la bagarre pour le salaire à vie est indissociable de la bagarre pour la propriété de l'outil. Faites-moi revenir une seconde fois avec comme objet la propriété d'usage. C'est quoi? Comment on se libère de la propriété lucrative? Sur la décroissance? Sur la décroissance, ne confondons pas décroissance et réduction de la valeur. Parce qu'on peut très bien, si on pose aujourd'hui que ce que je suis en train de faire, c'est du travail, que je produis de la valeur. Alors certes, il y a les spots, il y a un certain nombre de choses qui font que je fais de l'empreinte écologique, mais moins considérable que si j'étais en train de faire 1 kilomètre d'autoroute. Donc, si vous déplacez la valeur vers des activités dont l'empreinte écologique est faible, vous pouvez très bien avoir une société écologiquement tenable sans pour cela qu'il y ait décroissance. Pourquoi est-ce que vous identifiez croissance et empreinte écologique? Parce que de fait, le capitalisme est indifférent à la valeur d'usage et il nous mène dans le mur écologique, et anthropologique, pas qu'écologique. Mais à partir du moment où mais ça suppose tout un débat que nous n'aurons pas ce soir, sur la propriété.
qui est aussi important qu'un débat sur le salaire. Il faut marcher sur les deux pieds. Et toute proposition de salaire à vie qui n'est pas accompagnée de propositions sur la propriété, c'est une des critiques que je fais aussi en revenu de base, c'est qu'il n'y a rien sur la propriété. On dit, oh bon, on fera des coopératives, mais ah bon, comment, qui, sur quoi, qu'est-ce que vous avez comme, quel est déjà là de la propriété? Rien. Je discutais avec Milondo, il est incapable de me répondre sur ces questions-là. Bon. Donc, bon, je ne sais pas pourquoi je raconte tout ça. C'était quoi là? Oui, si nous... Déjà, nous le faisons avec la culture. Les soins. Les soins dans les années 50, ce n'était pas de la valeur. Il n'y avait aucune valeur dans la production de soins. La culture non plus. Donc, nous avons déjà fait évoluer en disant les retraités travaillent, nous faisons les retraités, ils font plus de liens sociaux que de kilomètres d'autoroute, pour reprendre l'exemple. Bon, nous avons déjà fait bouger ce que nous appelons travail dans un sens écologique. Il faut sortir la production de l'hubris capitaliste, bien sûr, son indifférence à la valeur d'usage qui fait que la propriété lucrative n'a comme objectif que de se mettre en valeur, quelle que soit la production. À partir du moment où nous avons supprimé la propriété lucrative, encore une fois, ça ne rend pas le peuple vertueux. Je ne dis pas que nous déciderons d'en finir avec le nucléaire, tout ça n'est pas si simple que ça, mais nous sortons la dynamique de la valeur de sa folie capitaliste et nous pouvons avoir une croissance de la valeur avec une baisse de l'empreinte écologique. Cela dit, il n'est pas nécessaire d'avoir croissance de la valeur. Si nous augmentons la gratuité, il n'y a pas besoin de croissance de la valeur, en tout cas marchande. Je ne suis pas pour la croissance de la valeur en soi. Ce que je conteste, c'est l'idée que, en soi, la croissance de la valeur nous mène dans le mur écologique. Non. Bonsoir Marco, ça fait déjà quelques fois que je vous entends. Je vous ai très peu lu, mais je vous ai écouté. Et pour préciser d'où je fais ma proposition, je pense que sur le terrain sur lequel vous combattez, vous êtes robuste, honorable et actuellement, je ne comprends pas qu'en Belgique peut-être, mais que même en France, il n'y ait pas plus de structures comme ça, des syndicats ou d'autres organisations de travailleurs qui perçoivent l'évidence et la pertinence de ce que vous racontez. Et je crois que cette force-là est aussi due à la caractère localisé de votre proposition. Et que parfois, quand je vous écoute, il y a cette tendance, qui est aussi la tendance du capital, à essayer de capturer et intégrer ce qui échappe à cette proposition. Et à plusieurs reprises, ce soir et à d'autres moments, je vous entends parler par exemple de ces personnes qui imaginent qu'il est possible de, vous avez appelé, créer une société, vous avez appelé une société qui serait sans monnaie, sans économie, tout ça. En fait, moi je pense que c'est des personnes qui vivent en sachant que la société est un dispositif de capture, c'est une fabrication, et que jadis, aujourd'hui, ici ou ailleurs, il y a des existences collectives, multiples, qui échappent non seulement à la monnaie, non seulement au travail et à l'économie, mais même aussi à la valeur. Ça ne disqualifie en rien tout ce que vous avez pu dire d'autre ce soir, et c'est vraiment par souci en fait de prendre soin de la puissance de votre proposition que je crois qu'elle gagne à savoir où elle se situe, sur quel plan dans la guerre en cours elle se situe, et donc sur quel plan, à quel endroit elle tire sa puissance, et je pense qu'elle permet de faire des gros dégâts chez l'adversaire. Et que c'est en fait de renvoyer d'autres formes de vie, d'autres types d'existence, d'autres rapports au monde, d'autres tentatives, d'autres formes de combat aussi, à ce que vous appelez la marge, qui rend la communication peut-être
le lien difficile avec ces expériences et tentatives-là. Parce qu'en fait, elles ne sont pas à la marge. J'ai l'impression que c'est des expériences, des rapports au monde, peut-être pour lesquels c'est justement l'économie, la valeur, la monnaie qui se trouve à la marge, qu'elle essaye de maintenir à sa marge, à sa périphérie, et que là où ce n'est pas possible, là où il y a intrusion, là où il y a tentative de capture de l'économie, ou de ce qu'on appelle le social, sur ces expériences-là, c'est là que votre proposition devient redoutable et, je crois, actuellement vitale et indispensable. Et c'est vraiment par souci de ça, de cette possibilité en fait de connivence, d'alliance, de complicité, que j'en appelle à toujours localiser ce qui est proposé, ce qui est tenté, comme vous le faites à mains égards quand vous ne vous aventurez pas à spéculer sur ce que sera la société future, quand vous parlez en effet de ce qui a lieu maintenant, et que tout reste à faire sur la violence qui se déploiera toujours au travers de ça, tout comme la coopération. Et de là, voilà, je voulais juste, peut-être, nous aurons l'occasion d'en discuter, ou plus spécifiquement de ça, sur les considérations, disons, anthropologiques ou politiques, sur la nécessité de voir que d'autres voies sont là, existent, ont existé, continueront d'exister, et avec une puissance propre, et que si quelque chose se joue sur le terrain sur lequel vous vous trouvez, d'autres choses, ni moins ni plus importantes, mais tout aussi vastes, se jouent aussi ailleurs, et que ces connexions-là, je pense qu'ils font la force et la richesse aussi de ces diverses propositions. Je vous remercie pour ce soir. Écoutez, merci beaucoup de ce propos. Quand j'ai parlé de fou dangereux, je me suis dit, mais Bernard, tu déconnes. Merci de l'avoir dit dans des mots en plus pas du tout agressifs, alors que je l'ai été inutilement. Merci. Oui. Sinon, j'ai quand même une question par rapport à ces fous dangereux, parce que j'ai l'impression, honnêtement. Allez, il marche pas celui-là. J'ai quand même une petite question par rapport à ces fous dangereux, parce que honnêtement, j'ai un peu l'impression que quoi j'ai vécu ce débat depuis 20 ans maintenant, où chaque 5 ans, il y a quelqu'un qui vient dire que le chapitre en capital, c'est tel, et vous venez notamment avec, voilà, si vous voulez bien lire le capital, c'est le terme de la valeur qui prime par rapport à d'autres. Donc honnêtement, j'ai vu, ça fait 20 ans qu'il y a cette discussion par rapport à la question, quel chapitre a prévalé dans le capital. Mais honnêtement, par rapport à ces fous dangereux, et je pense que ici mon collègue derrière moi, il a posé des questions très pertinentes. Et vous l'avez évoqué vous-même, c'est la question des institutions. Okay, on est d'accord, vous voulez qu'on passe d'un combat institutionnel à un combat on va dire, sémantique. Il faut élargir la notion du travail, moi je dirais même il faut élargir la notion de la démocratie. Bon, il y a tout un enjeu sémantique et idéologique, je suis tout à fait d'accord. Mais alors par rapport à la question des institutions, où est-ce que ce combat a lieu? Où est-ce qu'on identifie les forums, les institutions où ce combat a lieu? Et deuxièmement, c'est qui ces pratiques, ou c'est quoi ces pratiques dont vous mentionnez, vous parlez des trentenaires? Mais honnêtement, ça fait 15 ans qu'on me dit, maintenant c'est des idégnadures en Espagne, et après 2 ans, c'est d'autres, et après 3 ans, en fait, on est toujours à la recherche de ce qu'on appelle des sujets de l'histoire. Ok, on est d'accord, c'est plus le prolétariat, c'est plus le mouvement ouvrier organisé, c'est plus les syndicats. Peut-être qu'on peut discuter là-dessus, mais moi, honnêtement, je crains fort que d'ici 10 ans, on va tous dire, notamment ces trentenaires, c'était pas ça non plus, tu vois. Et donc, honnêtement, je pense qu'on doit être hyper prudent avec ces discours un peu, d'un côté on parle des fous furieux, et de l'autre côté, on répond avec encore une proposition plus radicale. Honnêtement, la question aujourd'hui se pose. Et moi, je suis directeur d'une coopérative où je mets en avant justement un projet de salariat. Et je m'oppose, c'est dans le bâtiment, je m'oppose notamment à toutes ces tendances d'ouvriers indépendants, freelance, des gens exploités, des systèmes de sous-traitance, voilà. Et donc nous, on propose un projet de salariat. Mais c'est un projet concret qui va au-delà de juste la question sémantique. Oui, il faut élargir la notion de valeur, il faut élargir la notion du travail. Je suis d'accord, mais c'est où? Dans quelles institutions? C'est quoi les lieux de combat dont vous parlez? Et moi, honnêtement, je pense que vous vous trompez
quand vous faites mention à des pratiques un peu marginales. Il faut dire les choses comme ils sont, c'est marginal. Des trucs comme Uber, des trucs comme Deliveroo, c'est des trucs marginaux et je souhaite qu'ils restent marginaux. Je ne souhaite pas que cette notion de travail remplace la notion du salaire. Je ne veux pas que ces pratiques deviennent le monsieur paradis de notre système, quoi qu'il soit capitaliste, comme qu'il soit notre utopie, ce que vous appelez en fait l'utopie du maintenant. En fait, vous dites que je suis contre les utopies, mais vous parlez d'une utopie du maintenant, parce que vous utopisez, vous idéalisez les pratiques actuelles. Et je pense que c'est faux. Je pense que vous vous désolidarisez d'un mouvement, et d'un mouvement qui est un mouvement d'institutionnalisation du pouvoir. Voilà. Il faudrait que je... Que vous répétez. Non, pas du tout, que je comprenne exactement à partir de quelle expérience vous-même vous parlez. Vous voulez dire que je disqualifie les combats syndicaux pour le plein emploi, c'est ça et en que... fonction d'une radicalité, mais qui est un peu sémantique. D'accord. Vous venez de critiquer des gens qui parlent, et en fait, ce que vous répétez, c'est « vous avez tort, et moi j'ai raison ». Et c'est un argument qui est fou. Vous venez de dire à ce monsieur, en fait, en répétant ce qu'il a dit, mais en changeant des termes, en cherchant une autre sémantique, et je trouve ça vraiment pas démocratique du tout. Attends, quel monsieur, pour que je sache à qui j'ai fait une réponse Vous avez une façon de discuter qui n'est pas démocratique, parce que vous disqualifiez des termes en mettant deux termes à la place, mais qui veulent dire exactement la même chose. Alors, vous parlez de la personne qui est intervenue. Qui parlait de la sécurité sociale, qui parlait du travail, des conventions collectives, d'un acquis historique. Oui. D'un acquis historique qui est extrêmement important. Et vous dites que c'est un discours défensif, mais honnêtement, je suis convaincu qu'à l'heure actuelle, la défense, c'est la meilleure offensive, c'est la défense. On ne doit pas se faire mobiliser dans des discours utopiques. Et je suis désolé, mais le discours actuel de dire qu'on vit des pratiques et que c'est une question historique et que moi, je vois des choses, je pense que non, c'est utopique. C'est l'utopie du maintenant, qui n'est pas fondée sur une historique, qui n'est pas fondée sur une analyse historique de ce qu'on a acquis et de ce qu'on doit défendre à tout prix. Alors, votre position n'est pas, enfin, votre analyse que j'ai dit, je la conteste parce que j'ai passé mon temps à dire que ce que l'on présente comme des défaites sont des victoires du mouvement ouvrier. Que l'emploi, l'imposition de la figure de l'employeur face à un capitaliste qui ne rêve que d'être rentier, sans jamais s'engluer dans la production, qui ne rêve que d'être donneur d'ordre, qui ne veut pas savoir ce qui se passe au Bangladesh, enfin, etc., que le salaire à la qualification, tout ça, ce sont de grandes victoires, que le contrat de travail est une grande victoire. J'ai absolument pas fait l'éloge de dispositifs qui seraient contraires à cela. Au contraire, je les exalte. Lorsque j'ai fait allusion aux trentenaires dans la dissidence, c'est parce que ça existe aussi. Ça existe aussi. Penser que on pourra ignorer, en reprenant la phrase de Marx, quand le mouvement ouvrier est défait, alors il s'embarque dans la coopérative, il fait de la marge parce qu'il n'est pas foutu d'être au cœur. Pour moi, c'est pas possible. Il faut tenir compte de cette dissidence. Elle existe, c'est un phénomène sociologiquement nouveau. Jamais une fraction éduquée de la jeunesse n'a été dans la dissidence. Dans la dissidence au sens de « nous ne voulons pas produire pour le capital ». Alors, dans
Dans la bagarre syndicale, dont j'ai au contraire exalté le caractère éminemment révolutionnaire, dans la bagarre syndicale, nous sommes depuis 30 ans dans une forme de piétinement. Et je ne peux pas accepter quand vous dites que la défense, elle est la condition de la victoire. Pour le moment, la défense, elle n'a conduit qu'à des défaites. Donc il y a un moment où, et ça, pour rencontrer énormément de syndicalistes, je rencontre deux types de population, des syndicalistes et puis des alternatifs. En gros, mais beaucoup plus syndicalistes que d'alternatifs, parce que la demande, elle vient d'abord du milieu syndical. Bon. Je considère de fait, et là je suis en débat, vous avez ce que vous dites là fait écho à ce que dit Alalouf, mettons, à la façon dont il disqualifie mon travail, en me traitant de gourou par ailleurs, pour achever le propos. Alalouf que j'aime beaucoup, hein, c'est un collègue, mais qui est là dans une incapacité totale, de mon point de vue, hein, à penser la bataille syndicale autrement que dans la défensive. Bien sûr que la bataille syndicale est absolument au cœur de notre devenir collectif, mais à condition qu'elle sorte par exemple, de lire la Sécu en termes... enfin, je suis aussi bien ce que dit la CSC que la FGTB, en termes d'assurantiel universel. Tant qu'on est là-dessus, on est condamné à la défaite. Donc, c'est pas parce qu'il y a un moment... Voilà. Bon, vous m'avez dit... vous mettez la bataille sur le plan sémantique, pas sur le plan des institutions. Bien sûr que non. Si nous voulons assumer les institutions qui ont été créées par la classe ouvrière, il faut absolument que nous changions la façon dont nous les lisons. Parce que nos représentations sont toujours en retard sur le réel. Et nos anciens ont posé des actes en les pensant avec les pensées de l'époque, des actes qui allaient bien plus loin que ce qu'ils en ont dit. Et si nous répétons indéfiniment la façon dont ils ont lu ce qu'ils ont fait, alors nous mettons en péril les institutions qu'ils ont créées. Je prends un exemple français. Lorsque Croizat crée le régime général de sécurité sociale et qu'il dit les allocations familiales, c'est du salaire, il n'en conclut pas qu'il est en train de changer la définition capitaliste du travail. Il ne le dit pas. Il parle de dignité ouvrière, il parle de choses comme ça. Si 70 ans plus tard, il n'y a même pas fallu 70 ans, si lorsque en 89, 46 loi Croizat, 89, donc 33 ans plus tard, Rocard arrive et dit, mais attendez, la famille c'est de l'universel, la famille c'est pas du travail, la famille c'est des coûts de l'enfant. Les coûts de l'enfant, il n'y a pas de raison que ce soit le salaire qui assume ça. C'est des œufs de coucou. Il ne s'exprime pas comme ça parce qu'il n'est pas belge. Hein. Il faut que ce soit financé par de l'impôt. Il faut un financement alternatif. C'est ce qu'il dit, lui. Si les syndicats disent la même chose, évidemment qu'ils seront battus, tout en disant qu'il faut défendre les allocations familiales. Attention, si c'est l'impôt qui les finance, nous ne pourrons plus avoir de la cogestion, etc., etc., etc. Toutes ces batailles défensives sont condamnées à l'échec, et c'est le syndicalisme qui organise la fin des institutions qu'il a créées. C'est ça la question. Moi, mon souci, c'est de sortir la bataille syndicale de l'échec dans lequel elle est, non pas en donnant des leçons. Moi, je suis un syndicaliste en difficulté comme tous les autres, comme chercheur
en disant mais qu'est-ce qui a été créé en France en 1946, en Belgique entre 1944 et 1963, pour prendre en gros les grandes dates de l'évolution du système de sécurité sociale en Belgique. Qu'est-ce qui a été créé là? C'est pas de la solidarité par assurantielle, c'est pas ça qui a été créé. C'est une nouvelle définition du travail, etc., etc. Et si on ne se bat pas pour le salaire à vie, si on ne se bat pas pour la propriété d'usage des entreprises, on va être en permanence à la défensive, à dépendre de l'agenda de l'adversaire. C'est parce que je suis très attaché aux institutions que les syndicats ont mis en place que je conteste la façon dont aujourd'hui ils les défendent. Alors qu'il ne s'agit pas de les défendre, il s'agit de les généraliser. Comment voulez-vous qu'il y ait maintien de la fonction publique si on ne se bat pas pour que tous aient un salaire lié à leur personne? Et progressivement, la fonction publique va disparaître. C'est un privilège. Si la fonction publique est défendue par des gens qui disent, écoutez, nous avons des missions de service public, c'est donc normal qu'on ait un statut spécial. Ben, ça veut donc dire que les autres sont des cons, ils n'ont pas de mission de service public. Tout est mission de service public dans l'urgence écologique dans laquelle nous sommes. Il y a une façon de défendre la fonction publique qui est absurde. Alors qu'il s'agit de se battre, en disant que les fonctionnaires ont un salaire à vie, ce qu'ils ne disent jamais, à ne jamais dire ce que l'on est. Moi, j'ai des tracts de fonctionnaires qui disent « mais on est exploité comme les autres ». Ah ben si les fonctionnaires sont exploités comme les autres, il n'y a pas d'issue. Bien sûr que non, quand un fonctionnaire n'est pas exploité comme les autres. Évidemment non. Donc, des fonctionnaires qui font des tracts sur la défense du service public, le service public est en danger. C'est-à-dire qui alimentent la petite musique de nos adversaires. Vous voyez bien que ça ne marche pas. Prenez un tract syndicaliste sur le service public, c'est l'addition de tout ce qui ne marche pas. Comment voulez-vous que nous sortions de la défaite sur des attitudes pareilles? Il s'agit au contraire de dire, lorsque nous avons augmenté le taux de cotisation, nous avons pu financer l'investissement hospitalier sans faire appel au marché des capitaux, sans faire appel au partenariat public-privé. Nous avons pu produire de la santé avec des personnels payés à vie, avec des hôpitaux financés par subvention. Et c'est comme ça que ça marchait. Et nous pouvons faire marcher toute l'économie comme cela. Des tracts qui ne sont pas des tracts qui dénoncent la fin des services publics, leurs difficultés, etc., mais qui ne s'adressent pas à des usagers, qui s'adressent à des travailleurs pour dire « nous avons un salaire à vie, vous avez droit vous aussi au salaire à vie. Nous avons tous droit au salaire à vie. » etc. C'est parce que j'ai un très grand souci, et c'est pour ça que je suis effectivement en débat avec Alalouf, mais pas qu'Alalouf, hein. En France, c'est avec qui? Avec Pierre Calfa, avec un certain nombre d'intellectuels qui sont là comme ça, des espèces de suivisme du mouvement syndical. Moi, je ne suis pas un suiviste du mouvement syndical. J'honore la gloire de notre histoire ouvrière. Et il s'agit de lui faire retrouver un sens qu'aujourd'hui, elle n'assume pas, oui. Mais c'est bien pour promouvoir ces institutions, évidemment. Je n'ai pas fait l'éloge des coopératives d'activité et d'emploi, que je sache. Le micro fonctionne. J'ai deux questions et une touche d'espoir qui m'est venue avec ma déclaration fiscale. La première question, c'est on décrit, et ça a été le cas d'une des premières questions qui a été posée, la sécurité sociale comme un monument ou alors comme un patrimoine. Je voudrais que tu nous rappelles simplement, en tant qu'économiste, que ce sont des flux, et donc qu'il n'y a pas de patrimoine qui est concerné, et que si on parle de monument historique, il ne s'agit pas de défendre ça comme une cathédrale. C'est ma première question. La deuxième, ça concerne ce qu'on appelle l'économie sociale. Je voudrais savoir dans quelle mesure l'économie sociale, dans la mesure où elle gère des missions publiques, des marchés publics et reçoit des subventions publiques, n'est pas un soutien à une fiscalisation et à une universalisation dont on parle. Je pense notamment à un mouvement qui a lieu en France avec Jean-Marc Borrello, je pense, qui
qui a écrit un livre récent qui s'appelle Pour un capitalisme d'intérêt général. Je ne sais pas si on en a entendu parler, et je voudrais savoir ce que tu penses de tout ce qui est en place, parce que tu as quand même expliqué que Macron était le nouveau Rocard, et je pense que c'est Jean-Marc Borrello qui donne le ton à sa ligne économique. Et alors la touche d'espoir pour terminer, c'est avec ma déclaration fiscale, j'imagine que tout le monde l'a reçue, on a reçu 2 camemberts qui nous expliquent les parts des différents gouvernements dans les dépenses totales, donc les dépenses qui sont réalisées à partir de l'impôt. Et alors on a 13% qui sont consacrés aux dépenses des pouvoirs locaux, 31% aux régions et communautés, 21% qui pourrait être dépensé par le gouvernement du pouvoir fédéral et 35% qui pourrait être dépensé par le gouvernement de la sécurité sociale. Mais je n'arrive pas à identifier qui sont les ministres du gouvernement de la sécurité sociale. Peut-être que Dorothée a une idée, ou alors toi, Bernard, est-ce qu'il y a un gouvernement de la sécurité sociale en France? Enfin, voilà, sur le fait qu'effectivement, le propre de ce qui a été construit, c'est du flux. Ça, j'y assiste, bien sûr. L'intérêt de la propriété d'usage et de la cotisation, ou de l'impôt d'ailleurs, qui finance de la propriété d'usage, c'est qu'il n'y a pas d'accumulation, on est dans le flux, et donc il faut en permanence insister là-dessus, et certainement ne pas utiliser à tort et à travers le mot patrimoine, parce que c'est un mot capitaliste, moi je pense. Nous ne sommes pas dans une logique patrimoniale. Le patrimoine, ça évoque effectivement une propriété lucrative. Et Dieu sait si aujourd'hui, beaucoup de lieux où il y avait de l'industrie deviennent des lieux de tourisme où on exalte le patrimoine. Chaque fois qu'un lieu de production industrielle devient un lieu de tourisme, c'est une régression tout à fait considérable. Donc oui. Sur l'économie sociale et solidaire, oui, c'est très souvent une arme de guerre contre la fonction publique territoriale, contre les collectivités locales, contre les services publics, où on remplace cela par des coopératives, par des associations, pardon. Le milieu associatif, c'est un milieu qui paye extrêmement mal, dans lequel le droit du travail est extrêmement mal respecté. C'est pas recommandé d'être salarié d'une association, c'est plutôt dangereux. Donc tout ce qui effectivement aujourd'hui remplace de la fonction publique, des fonctionnaires territoriaux, etc., par le milieu associatif est une régression. Je ne ferai pas de ce point de vue-là l'éloge de l'ESS sous cet angle-là. Maintenant, dans l'ESS, vous avez des coopératives qui sont tout à fait intéressantes. Vous avez des expériences aussi tout à fait intéressantes. Mais l'ESS en soi, c'est plutôt effectivement du capitalisme vaguement ripolliné. Sur le dernier point, sur le gouvernement, moi, encore une fois, ce qui m'a beaucoup marqué dans mon travail de chercheur, c'est d'observer les 20 ans pendant lesquels des travailleurs élus qui élisaient les directeurs de caisse ont géré l'équivalent du budget de l'État à travers le régime général de sécurité sociale. Ce sont 20 années glorieuses et qui ont posé le syndicalisme dans sa fonction de maîtrise de la valeur économique. Mais ça suppose évidemment un syndicalisme qui ait l'ambition de souveraineté sur la valeur et non pas de meilleur partage entre travail et capital. Moi j'ai une petite question. D'abord, on veut expliquer à l'édifice. On parlait de la Belgique. Moi j'ai 40 ans et en fait j'ai connu à un moment donné, maintenant c'est plus le cas je crois, mais on avait le chômage à partir de 18 ans quand on se présentait. Et c'était sans condition. Il y avait 9 mois de stage d'attente, et puis on recevait le chômage. On n'avait pas cotisé, on n'avait pas retravaillé, et on avait le chômage à vie. Ce qui veut dire que quelque part, la notion de déjà là, en Belgique en tout cas, il y avait quelque chose de la reconnaissance du droit politique dans la qualification. C'est-à-dire qu'il y avait une qualification qui
était reconnu par l'obtention, en tout cas d'un revenu. Je ne sais pas si c'était considéré vraiment comme un salaire, mais on pourrait le prendre comme ça, en tout cas, avec votre grille et tout. Donc ça, c'est une première chose. La deuxième chose, la deuxième question, là, je vais vous poser une question qui est un peu une question piège. Vous parlez de plusieurs niveaux de qualification, et si je réalise ça, la qualification, si je comprends bien votre théorie, c'est que le salaire à vie est reconnu comme un droit politique. C'est comme ça qu'il faut le prendre. Donc ça veut dire que s'il y a plusieurs niveaux de qualification, quid du fait que, par exemple, quelqu'un qui est en niveau 4 de niveau de qualification, est-ce qu'il a plus de pouvoir politique que quelqu'un qui est en niveau 1 de qualification? Et dans ce cas-là, est-ce qu'on ne risque pas d'avoir à un moment donné, par exemple, qu'est-ce qui se passe si quelqu'un qui a fait des fautes de responsabilité, est-ce qu'on pourrait le déchoir de cette qualité politique? Est-ce qu'on pourrait le déchoir de sa qualification? Et dans ce cas-là, s'il y a un niveau de qualification politique augmenté en fonction du salaire, est-ce qu'il va y avoir une tentation pour ceux qui ont un niveau de qualification plus élevé de ne pas vouloir faire changer les choses, de garder leurs acquis, leur pouvoir politique? Alors, il faut s'entendre sur le mot pouvoir politique. Droit politique, c'est au sens où effectivement il y a une irréversibilité. Il y a quelque chose qui est lié à la personne sans qu'il puisse y avoir une mise en cause de ce droit. Et donc, pour moi, sans mise en cause du niveau de salaire, même en cas de faute, il peut y avoir d'autres sanctions de la faute que la baisse du salaire. Alors maintenant, sur le lien entre niveau de salaire et pouvoir politique, pourquoi est-ce que prenons une entreprise, je ne sais pas pourquoi ce seraient ceux qui sont les mieux payés qui seraient les dirigeants. Il n'y a pas de raison. Si nous avons des modes électifs de direction, moi j'ai un exemple à l'université. L'exemple de l'université, c'est jamais les mieux payés qui dirigent, parce que ça les emmerde. Et donc au contraire, ils comptent sur les jeunes pour faire le boulot de direction. Il n'y a pas de lien comme ça, obligé, entre du pouvoir dans l'entreprise et le niveau de qualification. On peut imaginer des directions tournantes, on peut imaginer du tirage au sort, enfin des tas de possibilités. Moi je ne suis pas spécialiste de sociologie des organisations, donc je ne peux pas faire écho de façon substantielle à ce que vous dites, mais qu'il y ait un lien obligé entre niveau de qualification et niveau de pouvoir, ça non, je ne crois pas du tout. Pour avoir fait l'expérience pendant 40 ans de lieux de travail où ce n'était pas du tout le plus ancien grade le plus élevé qui avait le pouvoir, mais pas du tout. Juste, je ne vais pas rajouter un peu dans le débat, mais prenons par exemple le cas du fonctionnariat. On peut imaginer un fonctionnaire qui a un salaire, etc., et puis à un moment donné, pour une raison ou pour une autre, il devient carrément incompétent, ou en tout cas dangereux, peut-être parce qu'il a des tas de raisons. Ouais. Bon, à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe avec le fonctionnaire? On lui garde son salaire, il garde son statut, il garde sa qualification, mais en général, ce qui se passe, à mon avis, ce qu'on trouve comme solution, c'est qu'on le met dans une boîte garage, on le met quelque part et on l'empêche de nuire. Est-ce que c'est ça qui serait préconisé alors à ce moment-là pour vous, par exemple? Non, mais encore une fois, j'ai pas personnellement, je ne suis pas dans la réflexion sur tous les cas de figure. Ce que je constate, c'est qu'effectivement, ça peut être pire de mettre quelqu'un au placard que de le mettre sur le marché du travail, et que la mise au placard peut être pire qu'un licenciement, ça c'est vrai. Je constate aussi la nocivité des licenciements. Je constate que des personnes qui ont des moments de passage à vide, je prends dans la fonction publique où il n'y a pas de licenciement, des moments qui peuvent être assumés par leurs collègues et finalement retrouver au bout d'un an ou deux une dynamique qu'ils avaient perdue. J'ai des exemples. Alors que s'ils étaient passés par le marché du travail, licenciés en marché du travail, il y aurait eu
un effondrement, des coûts sociaux très supérieurs parce qu'après il fallait prendre en charge les gamins, et je sais pas quoi, enfin bref. Tout ça est compliqué, j'ai pas de réponse en soi. Il y a encore une question par là. Vous avez besoin du micro? Je peux faire sans micro? Ben, faites sans micro, mais c'est pour l'enregistrement, c'est pour ça qu'il faut un micro, si quelqu'un peut vous donner un micro. Je voudrais avoir votre avis sur une question bien précise. Porte sur le syndicalisme plus offensif, justement. Donc, je suis militant dans un syndicat étudiant et on est en train de réfléchir à tout ce qui est salaire étudiant, etc. Donc voilà, je voudrais avoir votre avis là-dessus et est-ce que vous considérez que c'est justement peut-être une nouvelle institution qu'on pourrait créer et qui serait donc à la main de ces travailleurs en formation qui sont les étudiants? Alors, s'ils sont en formation, la réponse capitaliste est là. Ils auront un salaire plus élevé et donc on va leur prêter de l'argent qu'ils devront rembourser. Donc, définir l'étudiant comme travailleur en formation, pour moi, c'est très dangereux. C'est alimenter la petite musique, augmentons les frais d'inscription et rendons ça incolore par des prêts. Indolore, pardon, par des prêts. Que les diplômés rendront sur le surplus de salaire qu'ils auront grâce à ce diplôme. C'est comme ça que ça fonctionne en Angleterre, c'est comme ça que ça fonctionne aux USA, et c'est comme ça qu'il y a une pression croissante, hausse des frais d'inscription et prêts aux étudiants. Contre cette machine infernale qui gagne la Belgique, la France, enfin, etc., la réponse est ancienne, c'est la réponse de l'UNEF en 1948, c'est salaire, mais salaire pour reconnaître le travail actuel des étudiants. Les étudiants produisent de la valeur. Moi, si vous voulez, je pense qu'aucune de mes hypothèses ne serait née si je n'avais pas eu les objections des étudiants, le fait de faire cours et de s'apercevoir que je rends un compte d'école, je ne sais pas quoi. Enfin, les étudiants ont éminemment contribué à ma production scientifique. Et le salaire a sens, non pas parce que les étudiants seraient de futurs travailleurs, mais parce qu'ils sont des travailleurs. Encore une fois, tout l'enjeu d'une lutte offensive, c'est de sortir le travail de sa définition capitaliste et donc de dire que les étudiants travaillent. Ils travaillent et ils ont droit au salaire. Mais qu'est-ce qu'ils font qu'il y ait du travail? Ben c'est ça la question, c'est qu'une institution transforme la chose. De même qu'il y a un enjeu de classe. Est-ce que les retraités ont droit à la poursuite de leur salaire ou est-ce qu'ils ont droit à l'équivalent de leur cotisation inscrite dans un compte? Là, c'est une lutte de classe. S'ils ont droit à la poursuite de leur salaire, ça veut dire qu'ils ont droit que le travail ne s'éteint pas avec l'entrée en retraite. Que l'entrée en retraite, c'est une nouvelle période du travail dans laquelle on est payé, reconnu comme travailleur, sans avoir à passer par le marché du travail. Si c'est j'ai cotisé, j'ai droit, alors là non, c'est un discours capitaliste sur la pension. Un retraité ne travaille pas, il ne produit pas, il a le droit de récupérer dans sa pension l'équivalent de ses cotisations passées. Alors pas individuellement, parce qu'on ne sait pas faire, mais la génération, disons, en cause doit récupérer dans les cotisations des actifs actuels l'équivalent des cotisations qu'elle a mises au pot commun quand elle était elle-même active. C'est le système italien, c'est le système suédois, c'est le système capitaliste de la pension. C'est celui que toute l'Union européenne préconise. Des pensions par points
à la place du régime général. Donc, on ne peut, le mouvement syndical ne peut assumer le salaire pour les étudiants que s'il assume le salaire pour les retraités. S'il dit les retraités ont droit à la solidarité intergénérationnelle, c'est foutu. Parce que les étudiants n'ont jamais cotisé, donc ils n'ont pas droit au salaire. C'est ce que disait l'intervenant précédent. L'invention du chômage en Belgique, certes, avec un plafond qui est beaucoup trop bas, ça c'est clair, comparé au plafond français par exemple. L'invention formidable du chômage en Belgique, c'est sa durée indéterminée précisément, et par un temps, mais c'est précisément ce que l'Union européenne et Di Rupo ont supprimé. Vous avez eu la chance de ne pas avoir de gouvernement pendant quelques années, mais après vous avez eu un gouvernement qui a fait ce qu'il fallait faire, évidemment. C'est effectivement la durée, enfin l'accès à l'industrie du chômage pour des gens qui sortent des études, enfin on met sous condition maintenant de durée ce type d'industrie du chômage. Il y a un recul énorme là dans la définition du travail. Qui travaille? Qui a droit au salaire? Donc c'est pas comme futurs travailleurs que les étudiants ont droit au salaire. Sinon, vous ne pourrez pas résister. Encore une fois, la lutte pour les institutions passe par une guerre des mots. Je ne dissocie pas les deux choses. Vous ne pourrez pas résister à la préconisation, aujourd'hui majoritaire chez les universitaires, hélas, chez les présidents d'université, enfin chez ceux qui ont le pouvoir à l'université, à la préconisation hausse des frais d'inscription, prêt remboursable uniquement sur la base du supplément de salaire que l'on a. Vous ne pourrez pas résister à ça si vous dites que les étudiants sont des futurs travailleurs. On vous dit, bah oui, ils améliorent leur capital humain, ils gagneront plus, c'est normal qu'on leur prête et qu'ils remboursent sur la partie supplémentaire de leur salaire. Vous ne pourrez pas résister à ça si vous dites que c'est des futurs travailleurs. Vous ne pourrez mettre en place du salaire pour les étudiants que si vous posez qu'ils travaillent. Mais vous ne pouvez dire ça que si vous dites que les retraités travaillent. Et donc, que vous vous battez pour le maintien de la pension comme remplacement d'un salaire de référence et non pas comme contrepartie d'une somme de cotisation. Là, nous sommes dans un jeu profondément institutionnel. Est-ce que la pension, c'est la contrepartie des cotisations passées? Ou est-ce que la pension, c'est la poursuite d'un salaire de référence? Ça, c'est l'enjeu de classe des pensions. Mais vous ne pouvez assumer cette lutte de classe que si vous êtes au clair sur le fait que ce qui a été conquis par le mouvement ouvrier au cours du XXe siècle, c'est le fait que les retraités travaillent. Si vous dites que les retraités bénéficient de la solidarité intergénérationnelle, vous n'assumez pas les institutions que Renard et autres ont mises en place en 1960. Vous ne les assumez pas, en prétendant en être les continuateurs. Bon, ben merci pour votre attention et toutes ces questions. Si vous voulez en savoir plus sur comment on imagine adapter toutes ces théories et les mettre à la sauce belge et aux institutions belges, n'hésitez pas à en discuter avec les camarades qui sont à la sortie. Voilà, merci.